On a commencé il y a environ une semaine à parler des circuits électriques. On a parlé de condensateurs, on a parlé de la loi d'Ohm, on a vu plusieurs caractéristiques des circuits électriques. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui a peut-être un aspect, qui a un lien important avec la vie de tous les jours, même si on en parle un petit peu moins et même si les calculs qui font appel à ça sont un peu plus simples. On va voir les lois qu'on va voir aujourd'hui n'ont rien à voir en termes de degré de complexité avec plein d'autres éléments qu'on a vus précédemment dans le cours. Par contre, c'est une application super importante parce que ce qu'on utilise lorsqu'on fait appel à des circuits électriques, généralement, c'est qu'on se sert de l'électricité comme source d'énergie. Ce que je veux faire ultimement avec, c'est convertir mon énergie électrique en une autre forme d'énergie. Très très souvent dans nos circuits, on va représenter un appareil qui consomme de l'énergie comme une résistance parce qu'on est habitué de traiter les résistances, mais on va voir qu'on peut facilement calculer l'énergie consommée et on va parler plutôt en termes électriques généralement de puissance consommée à l'aide des lois de l'électricité et du magnétisme. Donc on commence ça dans 2 petites minutes. Sans plus tarder, on va se lancer dans le cœur de la matière d'aujourd'hui. Donc on va parler ici de puissance électrique, on le mentionnait déjà. La définition qu'on va avoir de la puissance, par contre, va être exactement la même que celle qu'on a vue en NYA. Donc la définition de ma puissance reste une variation d'énergie par unité de temps. La seule chose qui va changer ici, c'est la forme que va prendre cette énergie-là. L'énergie en question sera une énergie électrique plutôt que d'être une énergie mécanique. Au-delà de ça, les concepts que vous avez vus en NYA par rapport à la puissance restent les mêmes. Ma puissance, ça reste une certaine quantité d'énergie dans une certaine quantité de temps. Les unités de l'énergie, on les a déjà vues aussi normalement. Donc, c'est le watt qui correspond à des joules par seconde, évidemment, pour rester cohérent avec ce qu'on a ici. Et on va garder le même symbole également. Donc, on va utiliser la lettre P majuscule pour représenter la puissance. Dans le circuit, on va s'intéresser à plusieurs éléments. On va pouvoir s'intéresser à la fois à la puissance qui nous est fournie par une source de courant, par exemple, ou on va pouvoir s'intéresser à la puissance qui est dissipée par différents éléments. Donc, dans le cadre du cours, on va souvent s'intéresser davantage à la puissance par rapport au circuit électrique qu'on étudie. Donc, on va regarder c'est quoi la quantité d'énergie qui est fournie dans le circuit ou qu'on ressort du circuit. Mais évidemment, l'intérêt de l'étude de la puissance et de l'étude de l'énergie en général, c'est justement de pouvoir voir les interactions entre différents trucs. Donc, ne soyez pas surpris si dans vos exercices, on vous parle par exemple de l'énergie qui est utilisée par un moteur et qu'on calcule une énergie mécanique par après, ou encore qu'on prend cette énergie-là et qu'on l'utilise sous forme de chaleur. Un problème typique qui revient, c'est par exemple le problème de la bouilloire. Est-ce qu'on est capable de déterminer quelle quantité d'énergie a été transférée dans l'eau? Et si on connaît la quantité d'énergie sous forme de chaleur qui est transférée à l'eau, on peut regarder par exemple la variation de température de cette eau-là. Donc on va très très souvent prendre l'énergie ou la puissance de notre circuit et l'envoyer ailleurs sous une autre forme. Parce que, on réitère ça, l'électricité, on s'en sert souvent comme une source d'énergie dans notre vie de tous les jours. Donc, on connaît déjà notre définition de la puissance. On sait que la puissance est une variation d'énergie par unité de temps. On a également vu qu'une source nous fournit une certaine quantité d'énergie potentielle à nos électrons. Ce qui va arriver, c'est toujours nos électrons, en passant à travers différents éléments de notre circuit, vont soit gagner de l'énergie potentielle ou en perdre. Donc, on sait que la variation d'énergie potentielle de mes électrons est donnée par la charge fois la différence de potentiel. Évidemment, si je veux la variation d'énergie de plusieurs éléments, de plusieurs particules, je peux prendre leur charge totale et leur variation de potentiel également. Et je vais donc avoir que ma puissance électrique va correspondre, oui, à ma variation d'énergie divisée par le temps, mais ça ici, ça revient à dire que c'est la variation de potentiel fois la charge qui est passée à travers. Donc si j'ai par exemple un circuit, que je veux savoir c'est quoi la puissance fournie par ma source, je peux regarder c'est quoi la quantité de charge qui traverse ma source dans un intervalle de temps donné, donc dans un moment delta t. Durant cet intervalle-là, quelle est la quantité de charge qui a traversé et
quelle est la différence de potentiel aux bornes, ça va me donner la quantité totale d'énergie potentielle qui a été fournie par ma source dans cet intervalle-là. Et comme ma quantité de charge ici, mon Q divisé par delta T, ça ici, ça correspond à mon courant, la quantité de charge qui traverse un élément de circuit dans un temps donné, on va pouvoir reformuler la puissance électrique comme étant le courant multiplié par la différence de potentiel. Donc, ce qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours pour calculer notre puissance, ça va être davantage cette formule-là. Oui, la définition reste une quantité d'énergie par unité de temps, mais pour le calculer de façon très concrète quand on a des éléments de circuit, on va souvent se référer davantage à cette équation-ci. Évidemment, ce ne sera pas la seule façon de le formuler. Ici, on a choisi de le formuler pour un élément de circuit en fonction du courant qu'il traverse et de la différence de potentiel. Si j'avais un résisteur sur mon circuit, peut-être que je voudrais m'intéresser de la même façon à la quantité de puissance dissipée par mon résisteur. Je pourrais faire la même chose. Je connais la différence de potentiel entre le point ici et ici, ou sinon je peux le calculer. Je peux connaître le courant à l'intérieur, mais l'autre valeur qui va être importante pour mon résisteur, ce serait sa résistance, évidemment. Et comme ces trois valeurs-là sont liées, l'intensité, la différence de potentiel ou la tension et la résistance, on va pouvoir substituer dans nos équations. Donc, si jamais, par exemple, je veux déterminer ma puissance, non pas en fonction de mon courant et de ma différence de potentiel, mais en fonction de mon courant et de ma résistance. Donc, si je veux le déterminer en fonction du courant et de la résistance, j'ai simplement à substituer la valeur de delta V. Encore une fois, si je me réfère à un circuit, là, pour un courant donné, à une résistance donnée, je peux facilement déterminer quelle serait la différence de potentiel ici à l'aide de ma loi d'Ohm. Ma loi d'Ohm qui me dit toujours delta V égale RI. La différence de potentiel aux bornes correspond à la résistance fois l'intensité. Je peux substituer pour mon delta V ou encore je pourrais substituer ma valeur de courant et me retrouver avec une équation qui fait intervenir uniquement la différence de potentiel et la résistance. Donc oui, ici, j'ai trois formules différentes, mais gardez simplement en tête que c'est une formule qui est simplement combinée avec la loi d'Ohm pour qu'on l'ait sous différentes formes. Donc, dans tous les cas, ces trois formules-là restent vraies. Vous utilisez celle que vous souhaitez en fonction des variables que vous avez à votre disposition. Cette forme-là de l'équation est aussi connue sous le nom d'effet Joule. Tout dépendant des manuels, on va parler de toutes ces formules-là comme étant l'effet Joule ou encore uniquement la valeur en fonction de RI au carré, donc la troisième forme, là. Mais on garde en tête que dans tous les cas, c'est ça qui s'applique. Cette formule-là me donne en fait la puissance qui va être dissipée sous forme de chaleur et sous forme de lumière lorsqu'un certain courant traverse un élément ayant une certaine résistance. On remarque ici que l'effet Joule varie en fonction de I au carré. Donc, plus l'intensité est grande et plus la perte de courant et plus la perte d'énergie, plutôt la puissance dissipée par mon élément de circuit va être grande. Donc, faisons un petit exemple ici. Si j'ai une pile branchée avec un résisteur, donc un élément de circuit vraiment très très simple ici, je peux venir déterminer quelle est la puissance consommée par un ou la puissance dissipée par l'autre. On va y aller élément par élément. Donc tout d'abord, on considère ici qu'on a une pile de 12 volts branchée avec un résisteur de 4 ohms. Donc ça, ce serait des données qui nous seraient données, des valeurs qui nous seraient données dans le cadre du problème. On peut calculer facilement à l'aide de la loi d'Ohm la quantité de courant qui passe à travers mon circuit dans cette situation-là. Donc évidemment, j'ai une différence de potentiel ici. La différence de potentiel aux bornes de mon résisteur, aux bornes de ma source vont être exactement la même que la différence de potentiel aux bornes de mon résisteur. On se rappelle qu'un élément conducteur, ici on considère évidemment que c'est des conducteurs parfaits, le potentiel à l'intérieur d'un conducteur va être le même partout. C'est toute une équipotentielle. Donc ici,
je vais nécessairement avoir, si j'ai par exemple plus 12 volts ici, je vais avoir plus 12 volts et j'aurai moins 12 volts sur tout le fil en bas. Donc ma différence de potentiel, je la connais déjà ici. Si je veux déterminer donc le courant peut être donné par ma loi d'Ohm, delta V égale RI. La différence de potentiel aux bornes de mon résisteur ici est de 12 volts. Je veux connaître mon courant, je connais ma résistance, je vais isoler mon intensité ici et donc je vais avoir mon intensité qui correspond à delta V divisé par R, 12 divisé par 4. Ici, j'ai bel et bien des volts avec des ohms, donc je vais bel et bien trouver des ampères. J'ai maintenant déterminé que j'ai 3 ampères qui arrivent dans mon résisteur ici. Et comme j'ai un seul élément de circuit, mon courant, on se rappelle, c'est la quantité d'électrons qui passent à chaque seconde. Je dois nécessairement avoir la même quantité d'électrons qui passent ici que la quantité d'électrons qui sortent ici ou que la quantité d'électrons qui entrent dans ma source ou qui sortent de ma source. J'ai un équilibre comme ça, je dois avoir la même quantité un petit peu partout. Le moindrement, j'aurai une valeur plus faible que l'autre, ça voudrait dire que mes électrons s'accumulent à quelque part. Il faut toujours que j'ai autant d'électrons qui entrent que d'électrons qui sortent de chacun de mes éléments de circuit ici. Et donc, je connais mon courant. Je peux déterminer d'un côté ma puissance consommée par mon résisteur ou dissipée par mon résisteur, qui serait I fois delta V. Donc, on peut le calculer pour la source ici. La puissance, ça va être le courant qui sort de ma source fois la différence de potentiel à ces bornes, donc 12 volts fois 3 ampères, 36 watts. Ou encore le courant qui entre dans mon résisteur fois la différence de potentiel va me donner la puissance dissipée par mon résisteur, soit 36 watts également. Je vais toujours avoir comme ça un équilibre entre la quantité de puissance qui est fournie par mon résisteur et la quantité de puissance qui est dissipée par la quantité de puissance qui est dissipée par mon résisteur et la quantité de puissance qui est fournie par ma source. Donc, je n'aurai jamais plus de puissance fournie que de puissance dissipée ou vice-versa parce que je dois toujours avoir cet équilibre-là. Je ne peux pas avoir de l'énergie qui ne s'en va nulle part. Et c'est quelque chose de particulier à l'énergie électrique. Mon énergie doit être créée au moment où elle est consommée. Tout ça, c'est pratiquement instantané. Et c'est vrai, même dans la vie de tous les jours, si vous allez voir, par exemple, si vous regardez, par exemple, le circuit d'Hydro-Québec, il faut que mon électricité soit toujours créée au moment où j'en ai besoin. Si jamais j'ai tout le monde à la maison qui allume leurs interrupteurs au même moment, je vais avoir une hausse de la quantité d'électricité qui est demandée et je vais devoir en produire davantage au niveau de ma source, sinon je ne maintiendrai pas comme ça la différence de potentiel. Mais pour l'instant, regardons le fait que, évidemment, si j'utilise les différentes formules, si j'utilise les différentes formes, je retrouve toujours la même valeur, évidemment. Et ma puissance fournie par la pile va toujours correspondre à la puissance dissipée par le circuit. Dans la vie de tous les jours, le concept de puissance va également être très utile, entre autres pour qualifier différents appareils et non pas leur efficacité, mais la quantité d'énergie sous une forme ou une autre qu'ils vont pouvoir vous donner. Attention par contre, dans la très très vaste majorité des cas, on fait référence lorsqu'on parle de la puissance d'un appareil, par exemple si j'ai la puissance d'un système de son, donc d'un amplificateur de guitare, j'ai la puissance d'un four micro-ondes et j'ai la puissance d'une ampoule. On fait référence non pas à la puissance qui est utilisée, plutôt non pas à la puissance qui est produite dans l'unité qu'on souhaite. Donc par exemple, ce n'est pas la puissance lumineuse ou la puissance sonore qui est générée, mais bien la puissance consommée par l'appareil. Et un exemple frappant de ça, c'est les différentes ampoules que vous pouvez acheter. Dans ma main gauche, j'ai une ampoule ici qui est de 40 watts, alors que dans ma main droite, j'ai une ampoule de 12 watts, mais qui serait l'équivalent en termes de puissance pour une ampoule traditionnelle d'au moins une ampoule 60 watts. Donc ici, on voit bien la différence. Je vais avoir une puissance consommée qui ici serait 40, ici serait 12,
mais mon ampoule fluo-compacte va être beaucoup plus efficace dans son utilisation de l'énergie. Donc, lorsqu'on fait référence à la puissance consommée, il faut faire attention parce que ce ne sera pas toujours garant, une grosse puissance consommée ne sera pas toujours garante d'un appareil qui va nécessairement vous en donner plus. Simplement, ça veut dire qu'il en consomme plus. Toute chose étant égale par ailleurs, par contre, un appareil qui consomme plus va généralement vous produire, par exemple, davantage d'énergie lumineuse ou encore davantage de chauffage de nourriture si on parle de votre four micro-ondes. Donc, on va pouvoir faire ça, entre autres parce que le reste des éléments dans notre circuit vont être standardisés. Entre autres, si vous branchez votre élément de circuit électrique dans le circuit d'Hydro-Québec, vous utilisez une source de courant qui sera standard à 120 volts. Toutes les prises de courant que vous connaissez, là, standard dans les murs, c'est des prises qui vont toujours avoir 120 volts de courant alternatif, dans ce cas-ci, non pas du courant continu. 120 volts à 60 Hz. Et donc qui oscille 60 fois par seconde. Donc, on peut facilement calculer quel est le courant, par exemple, consommé par un appareil en sachant que ma source, et ici on va faire un petit abus, on va représenter notre source comme étant une source continue, malgré le fait que c'est en réalité une source alternative. Donc, j'ai ma source ici qui me fournit toujours 120 volts. Et si je sais que l'élément de mon circuit, donc par exemple, mon ampoule, me consomme 60 watts, ben je sais que ma puissance, qui est égale à I fois delta V, correspond à 60 watts. Et je sais en plus que ma source va être à 120 volts. Et donc, je peux déduire que mon courant va être 60 watts divisé par 120 volts. Ou encore, ici, 60 divisé par 120, un demi-ampère. Donc, lorsqu'on affiche une quantité de puissance, il faut garder en tête que c'est une quantité de puissance consommée toujours si l'appareil est alimenté avec le courant standard. Différents appareils vont avoir différentes tensions à laquelle elles vont fonctionner. Par exemple, la majorité des appareils que vous connaissez fonctionnent à 120 volts. Par contre, les appareils qui nécessitent une forte intensité, par exemple un four, une sécheuse, vont souvent avoir des prises de courant qui vont être différentes. On va avoir des grosses prises rondes à la place, qui sont des prises de courant qui correspondent à une tension de 240 volts plutôt que 120 volts. Et la dernière chose qui va être utile abondamment dans vos vies si jamais vous avez votre propre appartement et que vous commencez à payer des factures d'Hydro-Québec, c'est le kilowatt-heure, qui est, attention, oui, on parle de kilowatts, mais on parle de kilowatt-heure, et c'est donc une unité d'énergie et non pas une unité de puissance. Donc, ce que j'ai en fait, c'est une puissance multipliée par un temps, des kilowatts fois des heures et non pas des kilowatts par heure. Et donc, ça va correspondre à une quantité d'énergie. Si jamais je remets ma définition de la puissance ici, c'est toujours une quantité d'énergie divisée par une quantité de temps. Donc, si j'isole autrement, je vais trouver que l'énergie consommée correspond à la puissance fois le temps. On s'intéresse ici à des kilowatts fois des heures quand on utilise cette unité-là. Donc, on peut voir qu'en unité SI, des kilowatts fois des heures, ça correspond à 1000 watts, donc 1000 joules par seconde fois 3600 secondes, ou encore 3,6 fois 10 à la 6 joules. Donc, ça ici, c'est l'unité avec laquelle on est habitué de fonctionner. Mais si jamais vous regardez, par exemple, vos factures d'Hydro-Québec, votre tarif sera donné en fonction du nombre de kilowattheures consommés et non pas en fonction du nombre de joules.